Besoin ou envie d'une porte anti-effraction avec un contrôle d'accès et un système de fermeture comme dans les films? Bienvenue sur Technicien Boire. Ici, nous sommes dans un ancien bâtiment agricole que nous transformons progressivement en bâtiment de stockage avec des box individuelles. C'est important que les gens puissent venir quand bon leur semble pour pouvoir déposer ou prendre du matériel dans la limite de certains horaires. J'en reparlerai un petit peu plus loin. Et il se trouve que nous habitons à peu près à 1000 km de là. Donc la gestion de clés physiques avec des nouveaux arrivants, des personnes qui s'en vont, des clés perdues, des clés oubliées, des clés volées. Donc le système à code, que ce soit à l'entrée ou des serrures avec un code mécanique sur les portes individuelles, ça nous a paru la solution la plus pratique. Pourquoi en acier? Alors c'est une question qu'on m'a énormément posée pendant que je faisais la création des portes intérieures il y a plusieurs mois. La première raison, c'est que même si le bois c'est très résistant, on peut le protéger aussi avec des peintures. Pour pouvoir obtenir les dimensions que l'on veut sur les sections de bois que l'on doit travailler, que l'on doit assembler, c'est très long. Et si on veut le faire avec du bois qui va résister durablement, il faut des bois nobles, du chêne, du frêne, du hêtre, des bois assez durs et assez denses. Et le temps a passé pour pouvoir créer ces sections-là. Personnellement, j'ai préféré passer sur de l'acier. Et le côté anti-effraction, je pense qu'à épaisseur égale, une porte en acier sera plus résistante qu'une porte en bois. L'idée d'une gestion électronique avec une base de données, un enregistrement, ça permet de donner un code personnel à chaque utilisateur. L'enregistrement dans la base de données, ça permet d'avoir un historique, de savoir qui est rentré, à quelle heure, quel jour. Alors l'idée, c'est pas de fliquer les gens, évidemment. C'est juste que si un jour il y avait un souci de vol, de vandalisme, d'incendie, de dégâts des eaux, je sais pas quoi, on pourrait remonter l'historique et savoir quelle est la dernière personne qui est passée par la porte et donc avoir une idée peut-être de la personne qui serait responsable d'avoir par exemple laissé la porte ouverte en ayant oublié d'appuyer sur le bouton pour la fermeture ou je ne sais pas quelle raison. Il y a un truc un petit peu plus glauque si j'ose dire, quelqu'un qui ne payerait pas son loyer. Alors bon, si quelqu'un a des difficultés passagères, c'est pas un problème, mais par contre quelqu'un qui serait foncièrement malhonnête, qui ne voudrait pas payer son loyer, on pourrait désactiver son code et il ne pourrait plus accéder à son box tant qu'il n'a pas payé son loyer. Je ne sais pas si c'est légal ça. Et vous aurez peut-être d'autres bonnes raisons de mettre en place un système à code numérique. L'idée du vérin électrique pour le système de verrouillage de la porte, en fait, c'est parce que ça fait classe. Plus sérieusement, il se trouve que ce sont des vérins électriques, j'en ai plusieurs, que j'ai achetés il y a fort longtemps dans une lointaine galaxie. Il fallait bien que j'en fasse quelque chose. Donc déjà, je me suis fait un mouvement sur ma scie à bûche. Je vous mets la vidéo en description et en fiche. Avec la centrale de contrôle d'accès fournit le digicode, l'électronique de contrôle et une ventouse magnétique. Alors, c'est ça, ce genre de choses. Celle qui est fournie est plus petite. L'avantage des ventouses magnétiques, c'est assez facile à poser et dès que vous collez la porte, ça colle la porte. Seulement, je vais vous montrer une petite illustration. La ventouse magnétique ici, je m'en suis servi pour aimanter la porte quand elle est ouverte, de manière à ce qu'elle reste ouverte pour que les gens puissent circuler facilement entre leur box et leur véhicule. Et juste pour essayer, en tirant un petit coup sec, la ventouse elle lâche. Alors certes, dans ce cas-là, j'ai un bras de levier de 80 cm, mais quand même, je trouve que ce n'est pas assez puissant. Alors peut-être que si on en met 4, c'est costaud, mais voilà, j'étais pas chaud pour utiliser un système de verrouillage qui soit lié à l'électricité. Donc premier point positif à mon sens pour les verres électriques, c'est qu'ils servent 8 secondes à l'ouverture, 8 secondes à la fermeture. C'est un petit peu long, 8 secondes, j'en conviens. Il sera extrêmement peu sollicité, parce que les gens, admettons, en moyenne, on aurait 2 visites par jour, et encore, je pense que là, ce sera le bout du monde. En tout cas, les clients qui a actuellement, en général, ils viennent une fois par mois. Donc, dans les autres avantages du vérin électrique, en tout cas de ce modèle-là, c'est qu'il n'est pas réversible. C'est une grande vis à l'intérieur d'un grand boulon, et on ne peut pas forcer à le faire descendre ou à le faire remonter. Puis c'est classe de toute façon. Un autre élément à prendre en compte, c'est le positionnement du vérin qu'ici j'ai mis sur la porte et non sur le côté dormant. Ça, j'en reparle tout à l'heure dans les points d'amélioration possibles. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une porte est blindée, qu'elle est anti-effraction, même si le côté anti, il faut partir du principe qu'on ne fait que ralentir. Bon, là, vu la porte, je pense que ce serait fortement ralenti quand même. La première chose qu'il faut prendre en compte
sur une porte qui doit vraiment sécuriser, être anti-effraction, c'est qu'il faut qu'elle n'ait pas de souplesse. Donc ça, c'est quelque chose dont je parle après à l'intérieur. Ici, une autre chose que j'ai mis en place, c'est que la porte est entièrement lisse, elle n'a pas de poignée, il n'y a pas de point d'appui, on ne peut pas s'accrocher. Alors oui, là, le bardage, il n'est pas foufou, je suis d'accord, mais on ne peut pas s'en servir comme bras de levier pour forcer. Et je ne sais pas si je l'ai déjà montré, mais vu la taille des gages qui sont derrière, de toute façon, il n'y a rien qui forcerait ça. Donc premier point, voilà, le côté lisse. En plus ici, j'ai choisi une tôle de 3 mm d'épaisseur. À elle toute seule, elle fait déjà 65 kg. Au début, je voulais mettre une tôle de 5 mm d'épaisseur. La structure du dormant et de la porte sont extrêmement rigides. Je les ai fabriqués en tube carré de 60 par 60 par 3 mm d'épaisseur. Un des avantages de l'épaisseur 3 mm, c'est que ça ne perce pas facilement quand on soude. Le système de verrouillage avec les gâches ici, c'est fait avec du fer plat 60 mm de hauteur, 10 mm d'épaisseur. Et ça rentre dans le dormant. Donc là, j'ai remis du fer plat de 60 par 10 et ça rentre à l'intérieur de pas loin de 60 mm. Et j'ai également mis une gâche qui fait toute la hauteur de la porte et qui descend de 7 cm dans le sol. Genre la serrure 3 points qui va bien. Même Obélix il passe pas. J'espère que vous avez la ref. Écartez-vous, on sort. Non, on ne sort pas. Côté charnière, parce que c'est un point qu'il ne faut pas négliger, hein, si vous mettez que 2 charnières, une tout en haut et une tout en bas, au milieu, votre porte elle est molle, donc elle est facilement déformable et donc risque d'ouverture. Normalement, on en aurait mis une troisième, évidemment. Moi, j'en ai mis 4. Je voulais être sûr de la rigidité de ma porte des deux côtés. Concernant la centrale de contrôle d'accès qui fonctionne avec le digicode, donc oui, j'ai laissé volontairement le tas de fils. Je vais vous expliquer après pourquoi, parce que ça a été une petite journée de travail juste pour que le système électrique fonctionne correctement. Donc la centrale, elle peut gérer 2 portes avec 2 entrées digicode. Ici, elle gère la porte, alors originellement la ventouse magnétique, et on a accès à un relais supplémentaire qui est un relais inverseur que l'on peut programmer. Pas suffisamment à mon goût, mais on peut en faire quelque chose. Pour l'alimentation de ce système, en fait, la centrale en elle-même est alimentée par une alimentation 12 volts qui est fournie avec le kit. Par contre, pour alimenter la ventouse magnétique, le vérin électrique ou un autre système que vous mettriez en place, il faut des alimentations supplémentaires. Ici, j'ai mis provisoirement des alimentations, des chargeurs de batteries de vélo électrique. À terme, je mettrai en place une installation autonome spécifique avec une alimentation 24 volts directe pour le vérin et la ventouse et une alimentation 220 qui permettra d'alimenter la centrale via sa petite alimentation spécifique. En termes d'intensité, ces deux-là font 2 ampères, donc j'en ai une qui sert uniquement au pilotage des relais du moteur, je vais y revenir, et celle qui est à côté sert à la puissance puisqu'elle alimente la ventouse magnétique et le vérin électrique via ses relais. En ce qui concerne le prix de la centrale de contrôle, avec le digicode, la ventouse magnétique et l'alimentation, et le coffret et la livraison, on était aux alentours des 400 €. Je vous ferai afficher le prix exact. Moi, je l'ai acheté à une entreprise, à un site internet qui m'a semblé sérieux. J'ai téléphoné pour demander quelques renseignements pour être sûr de choisir le bon modèle. Donc globalement, j'étais bien conseillé, si ce n'est la particularité du relais auxiliaire qui oui est paramétrable, mais on ne peut le faire agir d'une manière ou d'une autre que 254 secondes maximum. Donc c'est une des raisons du fourbi de cette boîte, c'est que j'avais tout préparé, ma boîte, tous mes câbles correctement, proprement, en partant du principe que ce relais pouvait être programmé à la façon dont j'en avais envie, et notamment maintenir la ventouse magnétique fonctionnelle tant que les gens étaient là. Sauf que quand j'ai compris que ça se limitait à 254 secondes, j'ai dû reprendre mon schéma complètement. Bon, c'est pas la seule raison, j'ai quelques aventures électriques encore à vous raconter.
Au niveau du schéma électrique global de la porte, alors j'ai eu quelques difficultés techniques parce qu'au début j'ai tout pensé à distance, sans pouvoir faire des essais. La centrale je l'ai reçue que quelques jours avant de partir et puis j'avais pas de quoi mettre facilement en place une alimentation 24 volts, faire des essais et tout ça. Donc j'avais fait tout de manière théorique sur le logiciel, mais c'est pas un logiciel qui permet de faire des simulations électriques. Donc électriquement, pour l'ouverture, c'est la centrale qui s'en occupe. Pour la fermeture, c'est un arrêt fin de course qui est en haut de la porte. Lorsque celui-ci s'appuie, il commande la fermeture. Donc c'est deux réseaux électriques différents. Pour faire monter et descendre le vérin, il fonctionne dans deux sens. Il faut donc inverser à chaque fois les pôles des fils. Plus à la place du moins, moins à la place du plus. Pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle un pont H. Alors souvent c'est représenté avec des transistors. Ça peut être fait avec des relais. Moi, je l'ai fait avec des relais statiques. Donc, en gros, c'est des gros transistors. Donc, sur le schéma de base, j'ai un fin de course en bas quand la gâche est fermée et j'ai un fin de course en haut quand la gâche est ouverte. Au moment de mettre en marche, j'ai eu un souci pratique. J'en ai eu plusieurs, mais celui-là, c'était le plus gros. C'est que quand la gâche était fermée, c'était bien. Et au moment de réouvrir, automatiquement, ça s'arrêtait. En gros, le moteur était alimenté dans les deux sens en même temps. Il voulait monter et descendre en même temps, donc c'était pas possible. Un truc auquel j'avais pas pensé quand j'ai réfléchi à la théorie de mon truc, c'est que le fin de course qui sert à commander la fermeture de la porte, donc faire descendre le vérin, tant que la porte est plaquée, lui, il veut que le vérin descende. Sauf qu'au moment où la centrale dit il faut ouvrir le fin de course qui est en bas, il dit non, c'est bon, faut passer. Donc du coup, le vérin s'est retrouvé 2-3 tests plus tard, ouvert et fermé en même temps. Donc c'était pas possible. Donc j'ai dû refaire un schéma où là je cogitais à faire passer l'électricité par l'un des fins de course puis de l'autre et ça marchait pas. Là je me suis retrouvé à avoir un vérin qui montait et qui descendait tout le temps. C'est chiant, hein? Donc j'ai opté pour une autre stratégie. Ça a été de rajouter ce relais statique sur l'alimentation du vérin qui descend. Et du coup, cette fois, en faisant les simulations électriques, c'était OK. C'est la raison pour laquelle, quand on ouvre la porte, quand la gâche est ouverte, le relais reste actif pendant 30 secondes après l'ouverture. C'est le temps que les gens ont pour pousser la porte. S'ils ne le font pas dans ce délai, automatiquement, le vérin redescendra. Un autre petit souci pratique que j'ai eu, c'est que ce sont des relais pour le courant continu, mais autant le respecter le plus et le moins sur l'alimentation des relais, ça me paraissait une évidence. Par contre, je pensais que les relais côté consommateur, vu que c'est marqué également 50-60 Hz, pouvaient être branchés dans les deux sens. Bien non, il fallait aussi que le côté du courant passe par le plus vers le moins pour la partie puissance. Pour moi, c'était pas logique, mais j'ai dû le brancher comme ça. Et en ce qui concerne les relais, c'est les seuls éléments que j'ai achetés sur Amazon. Je vous mets un lien affilié. On sait jamais, ça peut servir. Pour le logiciel de gestion, je vous le mettrai juste en capture d'écran parce que c'est un petit peu compliqué. J'ai trouvé que c'était trop simpliste. En fait, à la base, c'est une sorte de base de données. C'est très mal expliqué, c'est mal traduit. Un des soucis que j'ai eu dans le paramétrage, alors là je vais revenir juste vite fait sur la notice, c'est que c'était pas précisé qu'il fallait appuyer sur le bouton entrée une fois qu'on a fait le code. Juste pour comprendre ça, j'ai mis 3 heures parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de le faire. Et peut-être pour vous, c'est évident qu'il faut appuyer sur entrée à la fin qu'on met dans un code. Mais pour moi, ça ne l'était pas parce que dans tous les hôtels où je vais quand je suis en déplacement, je fais le code sur ma porte et la porte s'ouvre automatiquement. J'ai pas à valider d'entrée. Un autre truc qui est mal traduit et j'ai compris la réponse en voyant une vidéo d'explication du logiciel, une vidéo en anglais, je ne suis pas anglophone, mais le terme anglais était beaucoup plus explicite, c'est que cette case que j'avais cochée, que je n'aurais pas dû, c'était validation par le relais de vérification de la porte. Sauf que j'en ai pas de relais de vérification de la porte, donc j'aurais pas dû cocher cette case. Donc ça a aussi fait partie des soucis que j'ai eu pour réussir à mettre en service avec le logiciel. Après la partie création des clients ou des employés, ils appellent ça employés parce que à la base c'est pour les entreprises qui contrôlent l'accès dans leur bâtiment. La base de données est assez simple à mettre en place. Un truc bizarre, c'est qu'il faut mettre le chiffre des entrées. 1, 2, 3, 4, 5. On le fait manuellement. Il me semble que normalement c'est censé se faire de manière automatique.
pratique. Pour les autres éléments, il y a plein de trucs qui sont déjà préfabriqués, donc le choix de l'entreprise, le choix de la zone, enfin toutes ces choses-là, c'est déjà écrit en anglais. Après, il y a quelques lignes d'éléments à paramétrer qui sont pas traduits, je ne sais pas pourquoi. Par contre, dès lors qu'on clique dessus, on comprend à quoi ça sert. Donc ça fait partie des étrangetés du logiciel. En ce qui concerne la construction proprement dite de la porte, j'ai préparé tous les éléments de base, la coupe des dimensions principales du dormant et de la porte. Je l'avais fait chez moi dans les Pyrénées-Orientales. Et j'ai ramené les éléments que j'ai assemblés ici sur ma table multifonction. Je vous remets la fiche dans un des deux coins de la vidéo et dans la description si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc là, tout est rangé. Je suis en train de plier le chantier pour repartir à la maison. Donc ici, je mets une tôle qui ne me sert qu'à ça, qui sert à protéger la table et à ne pas avoir de vide quand je travaille le métal. J'ai mis mon cadre, j'ai tout fixé, tout bridé avec des serre-joints. Alors, c'est pas aussi bien qu'une table de soudeur, mais bon, ça rend quand même bien service. En premier, j'ai soudé mon dormant et la structure de la porte, que ce soit le dormant ou la porte elle-même, c'était très très lourd. Donc, j'ai soudé mon dormant d'une part, je l'ai mis à côté. Avant ça, j'ai mis les éléments de la porte à l'intérieur du dormant pour m'assurer que ça passait, parce que c'est pas du bois, il suffit pas de mettre un petit coup de ponceuse, surtout après qu'on l'ait soudé sur du 3 mm d'épaisseur. Une fois que j'avais validé le fait que la structure porte passait bien dans le dormant, j'ai fait mes soudures côté extérieur, côté intérieur. J'ai passé beaucoup de temps, bien plus que j'imaginais, sur tous les éléments de détail parce que faire la porte, ça c'était assez rapide puisque j'avais déjà prédécoupé, les dimensions étaient ok. Donc souder, ça c'était bon. Par contre, des éléments que je ne pouvais pas préparer avant, c'est notamment le positionnement du vérin. Alors je l'avais fait sur plan parce que j'ai quand même passé du temps entre la prise de dimension et la création d'un plan avant, prendre les dimensions du vérin et tout ça, ouvert, fermé pour être sûr de ce que j'allais faire. Néanmoins, ça n'est qu'une fois sur place que j'ai pu vraiment valider comment j'accrochais le vérin. Parce que les deux bouts sont pas pareils. Des détails pratiques, quand j'ai mis les deux gâches, donc c'était ok, ça glissait bien sur le métal du dormant. Par contre, la gâche supplémentaire que j'ai rajoutée qui allait vers le bas, j'avais pas pensé, mais elle n'était pas dans le même plan. Donc il a fallu que je rajoute une épaisseur ici sur la porte pour que ça glisse. Ensuite, une fois que ma porte a été faite, donc là c'était déjà très compliqué de la déplacer. Donc j'ai porté le dormant autour. J'ai soudé les charnières. Là, j'étais pas du tout sûr de moi sur la notion d'espace que l'on peut mettre entre le dormant et la porte au niveau des charnières. Et franchement, j'en ai pas mis assez parce que ça s'est rétracté avec la soudure. Les charnières à la base, pareil, j'avais acheté. Alors je m'étais dit, comme c'est une plus grosse porte, je vais mettre des charnières avec des grands plats sur les côtés et je vais souder ça. En fait, non, ça éloignait beaucoup trop la porte. En tout cas, c'était très inesthétique pour une porte aussi petite. Donc, j'ai redécoupé l'entièreté des charnières en faisant un biseau pour pouvoir les souder comme celles des portes intérieures. Au niveau de la fixation de la porte, parce que quelqu'un m'avait posé la question quand j'avais fait un petit post sur Instagram et sur l'onglet communauté. En fait, j'ai pas voulu mettre des oreilles ou des trucs qu'on aurait fixés dans le bois qui auraient été visibles. Moi, j'aime bien quand les choses sont invisibles, quand la technique, les coulisses restent cachées. C'est qu'en fait, j'ai fait des trous à intervalles réguliers, alors au niveau des gâches, au niveau des charnières, et j'ai mis des vis qui traversent et qu'on ne voit pas. Ce qui fait que, en fait, même le bâti de la porte, il faudrait pousser le bâtiment pour déplacer la porte. Donc, on ne peut pas l'arracher comme ça. Il y a vraiment je crois, une vingtaine de vis qui tiennent la porte. Je reviens rapidement sur la prise de mesure parce que j'ai fait une erreur là aussi. Globalement, le sol au niveau des parpaings est à peu près de niveau et les murs sont à peu près droits. Enfin, là, les chevrons sur les côtés. Par contre, en haut, c'était pas le cas. J'ai mal pris ma mesure et il me manquait 2 cm d'un côté. Sauf que ça, je l'ai compris qu'au moment de mettre la porte. Je me voyais pas démolir cette partie-là. J'ai utilisé une méthode un petit peu cavalière, on va dire, puisque j'ai pris le cric hydraulique du camion et puis j'ai soulevé le chevron qui tient le bardage du bâtiment. Donc je l'ai soulevé d'à peu près 2 cm et j'ai mis la porte dedans. Voilà, donc j'ai légèrement déclouté. On va dire que le bois est légèrement en tension.
Et l'une des conséquences auxquelles j'avais pas du tout pensé quand j'ai positionné les charnières avec pas suffisamment de marge, c'est que tant qu'on était là, posé à plat avec la gravité terrestre, la porte ça allait. Quand on l'a soulevée, j'ai rien vu de particulier, donc on l'a retiré de son cadre, on l'a posé à part. On est allé poser le cadre et quand on a remis la porte, donc là on était 3 pour le faire, hein, merci à mes beaux-frères Yann et Jérôme pour le coup de main. Et quand on a remis la porte, en fait, au moment de la fermer, il y avait un léger appui qui se faisait. La charnière, j'avais vraiment pas mis assez de marge. Donc je pense que si vous utilisez aussi des charnières à souder, donnez-vous un bon 3 mm de marge d'écart avant soudure pour que vraiment votre porte puisse revenir facilement. Alors ça n'aurait pas été gênant s'il y avait une poignée et que l'on tire volontairement et qu'on clave. Là, je ne pouvais pas me permettre d'avoir un truc comme ça. Il faut absolument que la porte puisse revenir toute seule parce qu'ensuite, elle se ferme toute seule dans l'axe. Alors là, le métal, c'est un peu comme le bois, on peut poncer et gratter. Par contre, j'avais fait la première couche de peinture, c'est un petit peu dommage. Donc ça a été un petit peu abîmé. C'est pas trop grave au niveau structurel parce que le tube carré fait comme 3 mm d'épaisseur. Donc j'ai dû enlever un demi de chaque par endroit. C'est pas très beau. Quand je reviendrai sur le chantier, je m'occuperai de reponcer ça propre avec une ponceuse à bande et refaire mes peintures pour que l'entièreté soit noire au niveau du cadre. Et la partie extérieure, là, c'est pas fait. Il faut faire la deuxième couche de peinture. Elle sera grise. Et finalement, est-ce qu'elle marche bien, cette porte? Ouais, je suis assez content. Elle n'est pas parfaite. Ça reste de l'ordre du prototype. Je vais vous montrer le processus d'utilisation de la porte. Donc, on commence par faire le code. En n'oubliant pas d'appuyer sur Entrée. Le vérin lève les gâches. Donc, ça dure 8 secondes. Ensuite, on pousse la porte que l'on vient aimanter sur la ventouse magnétique. Donc pour ça, il y a 30 secondes de délai que j'ai programmé dans la centrale de contrôle du digicode. Ensuite, les gens prennent leurs affaires ou déposent des affaires. Et quand ils partent, ils appuient sur le bouton sortir. Ça désactive la ventouse magnétique qui décolle la porte. Et la porte est ramenée automatiquement par le groom ou le vérin hydraulique de porte qui est installé au-dessus. Donc la fermeture est assez lente. S'il y a besoin, on peut retenir la porte assez facilement. Si on a oublié un truc au dernier moment, on peut la repousser. Chose très importante, petit élément de sécurité, même si le vérin qui pousse a un moment de ralentissement ici, il faut franchement éviter de laisser les doigts parce que la porte elle pèse quand même 120 kg. Enfin, l'interrupteur fin de course qui est en haut de la porte indique que c'est fermé et le vérin est automatiquement remis vers le bas. Donc globalement, je suis très content de ma porte. Pour un prototype, pour une première porte anti-effraction, je trouve que c'est pas mal. Par contre, j'ai 4 points d'amélioration qui seront à revoir la prochaine fois que je viendrai en Bretagne. Le premier, c'est le groom, donc le vérin hydraulique qui ramène la porte. Il a un petit souci, c'est que quand il fait froid, il est assez lent et quand il fait chaud, il est plus rapide. Je trouve que l'inconstance, c'est pas bon parce que quand il est lent, bon, c'est pas vraiment un souci, mais tu te dis, est-ce qu'elle va se fermer la porte? Donc oui, ça se ferme puisqu'à la fin, le vérin pose doucement. Par contre, quand il ramène la porte trop rapidement, ça bute, ça repart et ça revient. Bon, ça finit par se fermer et le vérin électrique ferme, mais je trouve que l'arrivée est un petit peu trop violente quand la porte est chaude, enfin quand l'huile du groom est chaude. Un autre élément d'amélioration que je ferai pour une deuxième porte que je dois faire de l'autre côté du bâtiment, c'est de mettre le système de vérin sur le dormant, de manière à ce que la porte qui est mobile ne soit que du métal et que les gâches descendent sur la porte. Ça permet d'avoir tout le système de fil qui n'est pas mobile. Là, j'ai fait un système avec le câble qui est souple. Il n'y a pas grand risque, ça va pas péter, c'est hyper lent, c'est peu sollicité. Mais pour ça, il faut avoir de la place sur le côté et pas le poteau comme j'avais ici. C'est vrai que le vérin, la partie mobile sur le bâti me semble mieux. Notre amélioration, alors là pour le coup je vais pas la changer à moins que je trouve un truc vraiment absolument génial. Peut-être d'ailleurs vous pourrez me conseiller quelque chose dans les commentaires. C'est que je trouve que la centrale de contrôle, alors peut-être à 400 €, c'est du premier prix, j'en sais rien, j'ai pas l'expérience. Moi j'ai trouvé que c'était cher pour brancher des relais avec une base de données, mais bon, chacun son métier. Je la trouve trop limitée, notamment le relais
que je pensais pouvoir activer et programmer à ma guise. En fait, c'est pas vrai. Notamment, la première limitation, c'est le fait qu'il y a une limitation d'activation à 254 secondes. Donc moi, dans ma tête, c'était activer notamment la ventouse le temps que les gens soient dedans, le temps qu'ils veulent, et puis que quand ils s'en vont, ils appuient sur le bouton sortir et que ça désactive la ventouse et que ça déclenche le vérin de descente. Donc là, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est pour cette raison que pour l'instant, la ventouse fonctionne 24 heures sur 24 et l'interrupteur, le bouton poussoir, ne fait que couper le courant pendant une seconde de manière à ce que la ventouse décroche à la porte. Et du coup, ça, c'est indépendant par rapport à la centrale. C'est plus fait avec. Et je pense en plus que bon, si j'avais les compétences, je programmerais peut-être je sais jamais dire un Arduino ou un Raspberry Pi avec un fonctionnement plus spécifique à l'usage d'une porte avec une base de données simple, parce que là c'est vrai que ce qui est fourni, ça peut faire plein de choses, mais finalement ça fait trop de choses par rapport à mon usage à moi. Les derniers éléments qu'il va falloir que je mette en place, mais j'avoue je vais essayer de le faire juste après la vidéo, c'est un bouton pour sortir, parce que vous avez peut-être pas fait attention, mais si la porte se ferme alors qu'on est dedans, on peut plus sortir. Le bouton sur le côté ne sert qu'à désactiver la ventouse. Bon, en même temps, ça c'est quelque chose qui est très peu probable, puisque en plus, comme je l'ai dit dans le local technique, je vais mettre en place une sécurité électrique, une autonomie spécifique pour la porte, donc elle ne sera pas reliée au réseau. Il n'y a pas de raison qu'il y ait coupure de courant qui couperait la ventouse, qui fermerait la porte, que le courant revienne exactement au moment où la porte arrive et se ferme. Voilà, c'est une situation peu probable, mais voilà, c'est quand même un élément, un interrupteur pour sortir, que je ne mettrai pas accessible facilement. Ce sera peut-être en hauteur, à côté de la porte, je ne sais pas, mais je vais prévoir cette amélioration en plus. Donc là, je vous ai présenté la porte telle que je l'ai imaginée, je l'ai conçue en fonction de mes contraintes, de mes goûts pour le métal épais. Mais évidemment, il y a des choses qui pourraient être faites différemment et à faire en fonction de vos besoins et de vos conditions, notamment utiliser éventuellement du tube plus fin en 2 mm, parce que entre autres, le tube en 3 mm, les angles sont assez ronds, ils ne sont pas très carrés. Ça peut être un élément à prendre en compte, puis ça ferait une porte plus légère tout en étant presque aussi rigide. Si vous avez besoin que la porte soit pleinement étanche, ici c'est pas le cas et c'est pas très grave, c'est un bâtiment qui de toute façon doit rester légèrement ventilé, c'est de faire votre porte avec des tubes carrés et rectangulaires, côté porte et côté châssis, de manière à avoir un escalier, ce qui vous permettrait de mettre des joints plats, éventuellement de faire un seuil pour pouvoir avoir aussi l'étanchéité en bas. Et un autre élément que j'ai eu l'idée qui pourrait être fait pour avoir peut-être encore plus de résistance, ou autant de résistance avec du tube plus petit, c'est de prendre par exemple 2 tubes de 30 et de faire le châssis côté gâche avec 2 tubes de 30 et un espace de 11 mm, de manière à ce que les gâches viennent passer entre les tubes. Alors ça peut être soit à côté dormant, soit à côté porte. Bon voilà, c'est encore une autre idée de structure qui est possible pour faire la porte en fonction de vos conditions. On est arrivé au bout de cette vidéo et de cette aventure. J'espère que ça vous aura plu, que ce sera utile. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce en haut, ça fait toujours plaisir et c'est pas pour l'algorithme. Si vous pensez que mon expérience peut être utile à quelqu'un d'autre, pensez à lui partager la vidéo. Je poste régulièrement sur Instagram, notamment des éléments de ce chantier, des constructions de machins et de machines, des trucs perso, des trucs pro, ça dépend des moments. À bientôt. Comment je vais sortir? J'ai pas encore branché le bouton pour sortir. On ne sait pas si c'est des enfants ou des animaux sauvages avec une maladie étrange en train de se transformer en zombies. Je sais pas si vous les entendez, mais c'est bizarre.